commencerai par vous dire que le mois des défenses judiciaires face à la persécution de la dictature macronienne commence demain pour moi à Rouen par la deuxième phase d'un procès que j'ai intenté contre l'État pour m'avoir retranché en 2023 3 mois de salaire pour un motif que j'estime infondé et illégitime, n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de mes fonctions professorales. Ces 3 mois de salaire retranchés sur ordre de M. Macron, à l'époque à travers son ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, l'étaient en raison, prétendait-on, du fait que dans ma vie privée, je critique la politique africaine de la France. Demain, au tribunal administratif de Rouen, avec mes avocats, conduits par Maître Ndjifutao Woshao Aboubekr, que vous connaissez maintenant, Maître Alexis Ihou, Maître Sylvain Senda, nous nous présenterons devant le tribunal administratif de Rouen pour plaider que nous sommes victimes d'un abus, d'un détournement de pouvoir, d'une persécution politique et que nous n'avons commis aucune faute dans l'exercice de nos fonctions professionnelles qui puisse justifier que l'on nous prive, comme on l'a fait en mars, avril, mai, juin 2023, qu'on nous prive de notre juste salaire. Mais cette affaire, elle dépend du fait que c'est nous qui avons porté plainte, parce que nous avons estimé que c'est une injustice qui nous était faite. Par contre, nous pèse désormais sur les épaules des plaintes intentées, manœuvrées directement par l'Élysée contre nous. Une plainte qui sera le 28 novembre prochain examinée devant le tribunal correctionnel de Rouen où une procureure ou un procureur, aux ordres du ministère de la Justice, c'est-à-dire de l'Élysée, prétend nous accuser de détournement de fonds sociaux ou de biens sociaux à propos des dons que des Africains nous ont faits, nous ont nommément adressés à nous, Franklin Nyamsiwa Cameroun, lorsque nous étions l'objet de la persécution du régime Macron. Oui, le 28 novembre prochain, M. Macron me fait convoquer au tribunal pour que je m'explique sur l'usage que j'ai fait des soutiens que vous m'avez apportés quand lui, il me punissait. Et il m'accuse d'avoir accepté les soutiens que vous m'avez donnés et de les avoir utilisés pour précisément continuer à vivre, pendant que lui, il me persécute. Car en fait, ce qui nous est reproché, nous les Africains, c'est d'être solidaires. Comment se fait-il que quand on veut punir Franklin Nyamsi, l'appauvrir, le jeter à la rue avec toute sa famille, comment se fait-il que des Africains du monde entier volent à son secours? Nous décidons de le punir pour avoir été soutenu par ses amis, ses frères, ses sœurs africains sur toute la planète Terre. Comment se fait-il que quand nous lui retranchons 3 mois de paye, quand nous le traquons aux aéroports, quand nous le maltraitons partout en terre de France, comment se fait-il que des Africains du monde entier volent à son secours et qu'il accepte le soutien de ses frères? Qu'il vienne ici nous expliquer ce qu'il a fait du soutien que ses frères et sœurs à travers le monde lui ont apporté. C'est l'objet du procès que M. Macron a intenté contre moi. Ce n'est pas que j'ai récupéré un seul rond des fonds publics ou des fonds privés de qui que ce soit. C'est simplement pour avoir bénéficié de votre solidarité, vous, mes amis, ici présents sur les réseaux sociaux, que M. Macron me convoque. C'est une plainte initiée par le ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire le gouvernement français. C'est le gouvernement français qui a demandé au procureur de Rouen de me poursuivre. Et j'ai le bonheur maintenant de connaître tout le dossier. Le dossier révèle que quand le gouvernement français, à travers le ministère des Finances, a demandé au procureur de Rouen de me poursuivre, le procureur de Rouen a estimé que l'infraction n'était pas caractérisée. Il a estimé qu'il n'y avait pas matière à me poursuivre. Et voilà pourquoi, après m'avoir fait auditionner pendant près de 4 heures, en 2023, l'affaire était pratiquement classée. Mais à force de me chercher des poux et de ne pas en trouver, le même régime de M. Macron a réchauffé la vieille accusation infondée. Cette accusation, elle consiste à dire que moi, président de l'association Cross Party de Paris pour Guillaume Soro, j'ai reçu des dons qui m'avaient été destinés, des dons qui ont été donnés par des citoyens à travers le monde, et que je les ai bel et bien récupérés. Je suis accusé d'avoir reçu les dons que vous m'avez donnés.
Et vous savez, selon l'accusation formulée par le gouvernement Macron contre moi, est-ce que vous savez qui est la victime? Vous savez qui est la victime? La victime du prétendu détournement de dons que j'aurais commis, c'est l'association dont je suis le président et dont je suis le seul, conformément au règlement, autorisé à ester en justice. Et pour laquelle je suis le seul autorisé à ester en justice. Donc, littéralement, M. Macron se mêle de m'accuser, lui et son gouvernement, d'avoir abusé de moi-même. Je suis le président de l'association. L'association, personne dans cette association ne m'a remis des fonds pour qu'il soit en mesure même de m'accuser de les avoir détournés. L'association n'a même pas perçu de cotisation des membres. Les seuls dons qui ont été donnés par nos amis à travers le monde entier, j'ai récupéré ceux qui m'étaient adressés et ceux qui étaient adressés à d'autres causes sont allés à ces causes-là. Monsieur Macron me fait convoquer au tribunal pour que je m'explique sur les dons que vous m'avez donnés. C'est-à-dire, là, par exemple, que je suis en train de donner une conférence. Là, sur YouTube, vous avez la possibilité de me donner des stickers. Il faut savoir que tout ce que je gagne, là, en droit d'auteur sur les réseaux sociaux, je le déclare aux impôts. Je le déclare aux impôts ici en France. D'accord? Ce qui fait que à la fin de chaque année, je paye de tout ce que je gagne la part qui va aux impôts. Mais le régime de M. Macron est particulièrement en colère parce que vous ne m'avez pas abandonné. Vous comprenez? Et tout ce que vous allez entendre dire sur moi vient du fait que les Africains sont solidaires de leurs serviteurs. Ils étaient habitués avant que lorsqu'il y a un leader d'opinion, un intellectuel, un activiste, un militant africain qui défend la cause africaine et qu'ils attaquent, eh bien souvent les Africains abandonnaient leurs serviteurs, abandonnaient leurs leaders, abandonnaient ceux qui défendent leur juste cause. Les Africains, par peur, chacun se réfugiait dans le fameux raisonnement « je veux voir grandir mes enfants ». Le régime de M. Macron est troublé par le fait que l'Afrique a changé de comportement. L'Afrique est en train de retrouver ses propres valeurs de civilisation. Vous ne m'avez pas abandonné. Ils sont dépassés par le fait que vous ne m'ayez pas abandonné. Comment ça se fait que nous privons M. Niamsi de 3 mois de paye? Pour quelqu'un de mon métier, 3 mois de paye, c'est environ 12 à 13 000 euros. Et à l'époque, puisque j'avais des charges complémentaires, eh bien, c'était pratiquement 14 000 euros de paye qui m'étaient retirés. Comment ça se fait que nous pouvons enlever à M. Niamsi 14 000 euros de paye et ses amis à travers le monde lui donnent le double? Ses amis se mobilisent à travers le monde et ils lui donnent le double. Ils lui disent, M. Macron vous enlève 3 mois, nous on vous donne 6 mois. Et je tiens à vous témoigner que non seulement il m'a enlevé 3 mois de paye, M. Macron, parce que c'est parti de lui, c'est lui qui me persécute, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est un dictateur et cela est reconnu maintenant par plusieurs familles de l'opposition. Mais même quand j'ai été rétabli dans mes fonctions pour percevoir ma solde, ils se sont arrangés à décaler de 2 mois la perception de ma solde. De telle façon que alors qu'ils m'avaient sanctionné de 3 mois d'exclusion de fonction, je me suis retrouvé avec 5 mois sans salaire ici en France. 5. Rendez-vous compte de ce qui se serait passé si je n'avais pas bénéficié de votre solidarité. Le but, c'était de me mettre dans une situation dans laquelle je ne pourrais plus faire face à mes obligations, m'occuper de ma famille, je serais à la rue, et ainsi je ne pourrais plus donner de conférences sur les réseaux sociaux pour dénoncer la France-Afrique. Vous avez déjoué le plan. Merci à toi, Prudence Sioka. Vous avez déjoué le plan en disant « Ce monsieur Franklin Niamsi ne manquera de rien ». Nous, Africains, Africaines, sommes conscients d'être l'humanité la plus riche. La nature nous a donné les plus grandes richesses de la terre. Nous n'accepterons plus d'abandonner l'un des nôtres qui nous défend. Ce message leur est parvenu 5 sur 5 et c'est panique à bord. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire parce que les Africains redeviennent solidaires. Les Africains redeviennent ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Les Africains ne se laissent plus. Les Africains ne s'abandonnent plus. Vous privez Franklin Niamsi de 1, le peuple africain lui donne 2. Vous le priverez de 2, le peuple africain lui donnera 4. Vous le priverez de 4, le peuple africain lui donnera 8. Pourquoi? Parce que
les Africains sont profondément touchés par la sincérité de mon engagement. C'est un engagement sacerdotal. C'est un engagement qui requiert beaucoup d'humilité, mais beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence, beaucoup de persévérance, beaucoup de foi. Ce n'est pas réservé aux gens qui sont dépendants de choses comme l'argent. Un engagement comme le mien. Si j'étais dépendant de l'argent, il me suffirait, je le redis souvent partout où je passe dans le monde, il m'aurait suffi d'adhérer au parti au pouvoir dans mon pays natal, le Cameroun, le Rassemblement démocratique, soi-disant, donc du peuple camerounais, de Paul Biya. J'y aurais adhéré et je serais sans doute l'un des plus grands caciques de ce régime. Car de toutes les façons, il me manque pratiquement pas de talent. Dans tout ce que je fais, je peux le faire avec talent. Si j'avais décidé de choisir le parti de l'argent facile, de la gloire imméritée, je serais resté tranquillement dans mon pays natal, le Cameroun. J'aurais fait ma thèse de doctorat à l'université de Yaoundé. J'aurais servi comme cadre du régime. Je ferais partie des soi-disant grands types du régime qui exploite mon peuple. Je ne l'ai pas fait. Si j'étais dépendant de l'argent, je serais resté et j'aurais fait une très grande carrière. Même aujourd'hui, si je me lève et que je fasse une déclaration d'allégeance au satrape Paul Biya, au dictateur Paul Biya, wallahi billahi talahi, ce monsieur m'intègre et me donne tous les milliards. Car lui, il connaît ma valeur. Dans mon pays natal, j'ai refusé ça. Ce n'est pas pour venir l'accepter dans la terre adoptive de France. Je suis allé en Côte d'Ivoire, où j'ai fait une partie de mes études supérieures, où j'ai vécu pendant 5 ans, et où j'ai épousé femme et fondé une famille, avec 4 enfants aujourd'hui. Je suis allé là-bas. Sur le campus de l'université d'Abidjan, j'ai connu le grand leader estudiantin de l'époque, Guillaume Kibafori Soro. Nous sommes devenus des amis et des frères. Je suis parti de Côte d'Ivoire en 2000 pour m'installer en France, à Poitiers, pour ma thèse. Et en 2012, je suis devenu un conseiller spécial du président Guillaume Soro, le camarade chez Bogota. Je ne l'avais pas vu depuis 1996-97 par là. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à cette époque-là. Je le retrouve le 7 juillet 2012, exactement, à Paris, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont d'ailleurs organisé la rencontre sont encore aujourd'hui des militants du RDR-RHDP. Je les cite toujours parce qu'ils sont mes témoins. Ce sont eux qui ont organisé mes retrouvailles avec le vieux camarade, Guillaume Soro. Aminata Dambélé, elle est là. Elle fut un temps d'ailleurs mon adjointe, vice-présidente de l'association des amis du président Guillaume Soro, avant de s'aligner derrière Ouattara Draman. Cissé Sahendou Bakongo, il est à Paris. Ce sont ces deux-là, jeunes cadres du RDR, qui ont facilité mes retrouvailles avec le président Guillaume Soro. De toute la période de 2000 à 2011-2012, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais ici en France, à Poitiers, puis à Nantes, puis à Lille, en fonction de mes affectations professorales. Alassane Dramane Ouattara qui est là et qui fait office aujourd'hui de président ivoirien m'a reçu dans son bureau le 23 octobre 2014 et m'a proposé de devenir son conseiller spécial à lui. On sait très bien qu'Alassane Ouattara a la main large quand il faut corrompre les gens. Ça, ce n'est pas son péché mignon. Ça, c'est l'une de ses qualités. C'est un excellent corrupteur. Les milliards que j'ai refusés au Cameroun, Alassane Ouattara était capable de me les donner en Côte d'Ivoire. Parce que lui, dès le premier jour qu'il m'a rencontré, il m'appelait mon conseiller. Et il voulait m'arracher à Guillaume Soro pour le prendre à ses côtés. Je lui ai dit non. J'ai dit à Alassane Ouattara non, dans son bureau, en face. Je lui ai dit non. Quand je suis sorti de l'audience, j'ai rendu compte à mon leader, le président Guillaume Soro. Guillaume Soro m'a dit, toi et le président Ouattara, il n'y a mais coupé comme ça. D'abord, il ne voudra jamais que tu t'installes officiellement comme mon conseiller en Côte d'Ivoire parce qu'il va estimer que vraiment tu es prétentieux. Comment on peut te proposer d'être conseiller spécial du président de la République? Toi, tu refuses ça pour être conseiller du président de l'Assemblée nationale. Il y a quoi à l'Assemblée là-bas? C'est ici que tu es mieux placé. Ici, ça va bien se passer. J'ai dit non, monsieur le président, je vous remercie beaucoup.
mais j'ai quelques principes qui me permettent de vivre en me regardant dans un miroir. Je ne vous connais pas, vous, Alassane Ouattara. Celui qui m'a fait faire votre connaissance s'appelle Guillaume Soro. Je suis son conseiller, je le connais mieux. Au moins parce que depuis 1995, je l'ai observé. Laissez-moi à ses côtés, je pourrais vous être utile éventuellement, mais en restant avec lui. Parce que c'est même lui qui a obtenu l'audience là, pour que je vienne vous voir. Je ne peux pas sortir d'ici l'ayant trahi. Voilà l'homme auquel vous avez affaire. Donc, quand ils se mettent à faire une campagne de presse, ils ont décidé de faire une campagne de presse contre moi sur les réseaux sociaux. Franklin Yamsi, coupable de détournement de fonds. Je n'ai pas besoin de détourner. Moi, si l'objectif, c'est d'être riche, je suis capable, si je dépose je ne sais pas, ma baguette de conférencier, etc., et que je m'occupe de faire les affaires, je vais gagner beaucoup d'argent. Tout ce que je fais avec application, le Tout-Puissant et mes ancêtres ont voulu que je le réussisse. J'ai choisi de servir l'éveil spirituel, citoyen, intellectuel des Africains. C'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de vivre de l'enseignement, d'enseigner. Et j'enseignerai toujours. Même après les retraites officielles, je prendrai toujours la craie, là où il y a des jeunes qui veulent apprendre. Car c'est ma vocation depuis ma tendre enfance, de transmettre ce que je sais. Transmettre ce que j'apprends, et j'apprends toujours. Donc, ils ont décidé de mener une campagne de presse. Ils se sont passé le mot, la presse france-africaine d'Afrique francophone, la presse d'État, tout le monde est aux affûts. Et ils fabriquent un faux procès, ils fabriquent une fausse accusation, et ils essaient de me faire l'image de quelqu'un qui aurait détourné. Détourné quoi? J'ai fait un appel de don. C'était un appel public. Le motif a été précisé. Mes amis à travers le monde se sont mobilisés, m'ont permis de traverser les épreuves de la Macronie sans manquer de rien. Maintenant, il est fâché parce qu'il n'a pas réussi à m'écraser financièrement, il n'a pas réussi à m'appauvrir. Ils avaient même à un moment donné fermé tous mes comptes bancaires. Je n'avais plus de compte bancaire. Je me promenais avec toutes mes économies dans un chèque de banque. Je n'avais pas de compte bancaire. J'ai dû faire la démarche auprès de la Banque de France pour avoir le compte. Après, ils m'ont même arraché les papiers. Je n'avais plus de carte d'identité, je n'avais plus de passeport, alors que ma carte d'identité et mon passeport avaient été renouvelés et étaient dans les bureaux d'une préfecture. Ils les ont confisqués là-bas au mépris de la loi. Il a fallu qu'avec mes avocats, on porte plainte pour qu'on me donne des papiers qui étaient prêts depuis. Je suis citoyen de ce pays, la France, là, je suis citoyen depuis 2002. On a toujours renouvelé mes papiers sans difficulté. Là, ils ont confisqué mes papiers parce qu'il ne fallait pas que j'aille au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Et pour m'empêcher, pour me punir, mon petit frère Samuel était décédé dans cette période-là. Ils ont refusé que j'aille. Je suis allé demander à M. Biya de renouveler mon passeport camerounais, de me donner la permission, parce qu'il m'a déjà accordé 2 permissions spéciales de venir au Cameroun, à condition que je ne fasse pas de meeting. Même ça, il a refusé. Voilà des choses que nous subissons, parce que nous avons choisi de servir la vérité et la justice. Donc, incapables de me corrompre, puisqu'ils ont envoyé des journalistes ici me demander si je souhaite être aidé pour prendre le pouvoir quelque part en Afrique, je leur ai dit non. Incapables de me corrompre, ils choisissent d'essayer de me salir. Mais même ça, ça ne passe pas, parce que vous-même, vous me connaissez ici. Les Africains me connaissent. Que ce soit les Africains des diasporas ou les Africains du continent me connaissent. Et par conséquent, leur campagne pour me salir ne passe pas. Les Africains résistent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On s'attaque à ces réseaux sociaux. Ils ont piraté pendant 1 mois. Vous avez tous assisté, non? Ils ont piraté ma principale boîte email pour aller lire et exploiter tout ce que j'ai écrit, toutes les personnes avec lesquelles j'ai échangé, peut-être essayer d'y trouver des raisons de me nuire. Ils ont fait ça pendant 1 mois. Ils ont piraté ma principale chaîne YouTube, celle sur laquelle maintenant vous êtes plus de 2300 à me regarder, pendant 1 mois. Nous avons lutté, on leur a arraché ces choses des mains. On a mobilisé la persévérance, on a mobilisé le droit, on a mobilisé la patience, on a mobilisé la pugnacité, on a mobilisé la solidarité, on leur a réarraché ce qu'ils pensaient avoir définitivement pris. Ils pensaient avoir détruit cette chaîne pour toujours. À cause d'eux, il y en a 4 autres qui sont nés. Maintenant, il y a 4 chaînes YouTube, 4, à cause d'eux.
Il pensait que oh, si on attaque la page TikTok de Franklin Yamsi, il ne peut plus parler sur TikTok. Il y a 4 pages TikTok qui sont nées. Il pensait que oh, si on attaque la page Facebook de Franklin, il y a maintenant 8 pages Facebook qui sont nées. Et maintenant, les Africains un peu partout prennent la parole. Des Franklin Yamsi par million germent dans tous les cœurs. Le message passe. Et nous n'avons besoin d'aucun de leurs médias pour faire passer notre message. On n'a pas besoin de RFI, on n'a pas besoin de France 24, on n'a pas besoin de TV5, on n'a pas besoin du Monde, on n'a pas besoin de Jeune Afrique, on s'en fout d'eux tous. Au carré, on n'a pas besoin d'eux pour faire passer notre message. Moi, je n'ai pas besoin d'aller dans leur chaîne de télé à Paris, je n'ai pas besoin de passer dans leur chaîne pour toucher le cœur des Africains. Alors donc, il faut trouver un moyen, il faut trouver à tout prix un moyen de réduire au silence quelqu'un qui n'utilise que la plume, le verbe, l'écrit et l'image. Je ne suis responsable de rien d'autre que de produire des paroles, de produire des idées, de produire des œuvres et de défendre 4 causes. 4 causes en une seule. Le retrait total des troupes néocolonialistes, impérialistes, colonialistes du sol africain, l'abolition, la suppression totale de la monnaie néocoloniale et coloniale du franc CFA du territoire africain, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et la réhabilitation de la civilisation négro-africaine comme modèle d'inspiration des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique. Voilà les 4 grandes causes que je défends depuis pratiquement 25 à 30 ans de ma vie. J'en ai maintenant 52 sonnés. Bientôt 53, si Dieu me l'accorde, au 31 mars 2025. Voilà l'homme que vous avez devant vous et qu'ils veulent maintenant épuiser par des procès controuvés. Ils ont suscité, bien sûr, une plainte de l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité. Sylvain Ité qui m'a porté plainte à Paris. Depuis plus d'1 an, je n'étais même pas au courant qu'il m'avait porté plainte. Lui, il avait introduit sa plainte au mois de juillet 2023. On a attendu le 10 septembre 2024 pour m'informer que Ité m'a porté plainte. Et lui-même, de toute façon, il ne vient même pas au tribunal. Il y a une juge qui a été chargée de me poursuivre. Et le but, c'est quoi? J'ai dit que Sylvain Ité fait partie de ces Français qui pensent que quand on est Français d'origine africaine, on doit la fermer à propos de la politique africaine de la France. Que ce qu'on devrait à la France, c'est le silence total, l'omerta. Il ne faut rien dire, il ne faut pas critiquer la politique africaine de la France. Tout se passe comme si, lorsqu'on est un Français d'origine africaine, on doit abandonner l'Afrique. C'est ce que j'ai reproché à Ité. Et pour avoir reproché cela à Sylvain Ité, qui est connu pour avoir dit des choses très graves sur l'Afrique, il s'est permis de dire, par exemple, que l'eau qui coule au Niger était européenne. Il l'a écrit. C'est un type qui est un spécialiste de l'offensive sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux gens? À moi, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il s'est même permis, à un moment donné, de traiter mon épouse, mes enfants, comme l'épouse ou les enfants du ministre d'État Abdoulaye Maga, de traiter, d'abord de dire des choses fausses sur l'épouse et les enfants du ministre Abdoulaye Maga, prétendant qu'eux, ils vivent en France, et que le ministre Abdoulaye Maga critique la politique française, critique la France alors que sa femme et ses enfants vivent en France, ce qui est faux. Et moi, je critique la politique africaine de la France, disait-il, alors que ma femme et mes enfants vivent en France. Mais M. Ité ne sait même pas que mon épouse et mes enfants sont français de naissance. Elle est d'origine réunionnaise par une partie de sa famille, ivoirienne par l'autre. Ils ne sont pas en France chez quelqu'un. Ils sont dans un État qui les reconnaît comme natifs depuis pratiquement 300 ans. Donc ce monsieur, lui, il a été capable de dire tout et n'importe quoi, et il n'y a personne pour le stopper. Et comme il a le soutien de la dictature Macron, il est utilisé comme un couteau pour essayer, bien sûr, de m'affaiblir, de me fragiliser. Il porte plainte, on fait prospérer sa plainte pour me réduire au silence. Donc voilà l'ensemble des complots qui sont ourdis, à défaut de me contredire sur le plan de la connaissance,
sur le plan de l'argumentation, sur le plan de la pensée, de la parole politique. On essaye, de me salir, de me faire porter littéralement des torts que je n'ai pas commis. On essaie par tous les moyens de m'appauvrir, de me jeter à la rue, de me spolier, en pensant que c'est ainsi qu'on m'affaiblira et qu'on m'empêchera de continuer à éveiller les Africains. Bref, en réalité, il s'agit d'une organisation de mise à mort économique, de mise à mort sociale, avant l'éventualité même d'une mise à mort physique, selon la méthode qui a été étudiée, par exemple, par Karine Ramondi dans ce très bon livre. Karine Ramondi a écrit un très bon livre qui est arrivé ici à la maison et que vous devriez méditer. Karine Ramondi est chercheuse associée à l'UMR, CIRIS, Paris et Panthéon-Sorbonne. Ses recherches s'articulent autour de l'histoire de l'Afrique dans les relations internationales au XXe siècle, l'histoire des élites africaines et du panafricanisme et l'histoire du corps. Donc, Karine Ramondi a écrit ce livre-là. Elle a écrit ce magnifique volume, publié chez l'Harmattan, intitulé « Leaders assassinés en Afrique centrale, 1958-1961, entre construction nationale et régulation des relations internationales ». Et bon, la quatrième de couverture dit ceci: en suivant la trajectoire de 4 leaders d'Afrique centrale au temps des indépendances, Boganda, Lumumba, Moumié et Ruben Umnyobe, cet ouvrage interroge en quoi l'assassinat politique peut-il constituer un moyen de réguler les relations internationales et être l'un des fondements de la construction nationale de leur pays d'origine. Au fil de l'itinéraire politique de ces leaders, de façon comparée, sont évoquées leurs désillusions onusiennes et panafricaines qui resserrent sur le taux mortel d'une réelle politique entre bipolarisation et néocolonialisme. Cette étude permet de faire émerger les invariants à l'assassinat politique sous forme de processus récurrents. C'est-à-dire que Karine Ramondi étudie les processus qui ont conduit à l'assassinat politique de Boganda, de Lumumba, de Umnyobe, de Moumié, et elle montre que systématiquement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on utilise l'arme judiciaire, ensuite l'arme médiatique, et enfin une absence de sépulture décente, ce qui aboutit à une damnatio memoriae dont les leaders sont frappés. Quelles sont les armes utilisées contre les Africains qui défendaient l'Afrique? Ces armes sont encore utilisées aujourd'hui par le néocolonialisme français.